Les réflexions sont lancées pour la promotion du leadership féminin au Burkina Faso. C'est une campagne qui est à sa deuxième édition. Et puis à 41 ans et chrétien protestant, Abiy Ahmed est le nouveau premier ministre de l'Éthiopie et ce depuis mardi dernier. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Ouagadougou abrite depuis ce matin et ce jusqu'au 31 mars prochain la seconde édition de la campagne nationale de promotion du leadership féminin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la salle de conférence des Deux Yeux en présence de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Le Burkina Faso abrite du 29 au 31 mars 2018 la deuxième édition de la campagne nationale de promotion du leadership féminin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la salle de conférence de Deux Yeux. Cheikh Faisal Traoré donne l'objectif du forum. L'objectif du forum est de créer à l'horizon 2020 une masse critique de jeunes femmes, au moins 1 millier de jeunes femmes, qui ne sont pas seulement formées en leadership, mais développent des aptitudes liées en leadership, ont des entreprises, sont de manière pratique aptes effectivement à être employées sur le terrain de l'économie nationale, sur le terrain politique, afin que notre pays justement puisse renouveler sa génération, renouveler sa gouvernance et justement aller vers le développement tant attendu. Au programme, il y aura des panels, des sessions spéciales et des rencontres B2B. Des mentors sont venus de plusieurs pays, notamment du Bénin, du Mali et du Nigeria, pour partager leurs expériences avec la jeune génération féminine. Le commissaire général nous donne les conditions par lesquelles les candidatures ont été reçues. Un appel à candidature a été lancé, il a été ouvert à toutes les filles qui le souhaitaient, aussi bien au Burkina qu'à l'extérieur. Donc l'appel à candidature a été lancé, les filles ont postulé. Il fallait être burkinabé ou pas forcément, ou résider au Burkina par exemple. Il fallait avoir entre 16 et 29 ans. Accepter également pendant 1 an de suivre intégralement le programme de formation qui sera adopté, qui sera arrêté. Donc c'est des conditions générales comme ça qui ont été lancées, qui ont été édictées. Et les filles ont postulé autour de 600 candidatures. Nous avons retenu 200 qui participent à ce forum. Et à l'issue encore, un certain nombre seront retenus pour être encadrés dans le cadre du mentorat et du tutorat de ce programme. Comme le dit un adage, si la femme baisse les bras, le monde s'écroule. C'est pour cette raison que le ministère de la Femme et de la Famille accompagne cette initiative louable. Nous sommes aujourd'hui là et depuis la première édition, nous étions à leur côté et nous essayons au maximum de les accompagner parce que l'initiative est très belle et de pouvoir mettre des repères à la disposition des filles pour qu'elles puissent développer leur leadership. Et pour que la femme puisse prendre sa place dans la famille, dans la communauté, au sein de la nation, il faut qu'elle puisse développer au maximum à travers son éducation, l'instruction et son choix de vie et également sa manière de négocier ce dont elle a besoin et aussi son leadership doit être vraiment développé pour qu'elle puisse s'affirmer et pouvoir effectivement prendre part au développement. 3 jours durant, les organisateurs mèneront une réflexion qui puisse permettre à l'émergence de l'entrepreneuriat féminin et cela au grand bonheur des jeunes filles qui certainement seront les mères de demain. Et puis la concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest, précédemment évoquée dans nos éditions antérieures, a refermé ses portes hier mercredi sur des notes de satisfaction et un point de presse a été animé à cet effet. C'est un reportage de Moïse Kinda. Au terme des 3 jours de travaux, les experts venus des pays membres du SILS et de l'Afrique de l'Ouest ont examiné la situation alimentaire et nutritionnelle de chaque pays et ont fini par livrer les conclusions suivantes. Donc tous les 17 États donc, de notre région, notamment de la région SILS et CEDEAO, quand même ont pu fournir donc, des éléments entrant donc, dans le calcul du bilan céréalier. Ainsi, à l'issue donc du bilan consolidé, on peut dire que actuellement nous avons au niveau du bilan
bilan céréalier, quelques déficits concernant certaines spéculations, notamment le blé, où nous avons un bilan régional déficitaire. Mais si on prend l'ensemble des céréales prises en compte après l'analyse du bilan net, qui prend en compte donc les importations et les exportations, on peut dire que le bilan est positif, avec un excédent d'environ 9 millions de tonnes de céréales. Donc à ce niveau, il n'y a pas de grande inquiétude à faire. Si on tient compte donc de nos intentions d'importation, de nos stocks qui sont déjà disponibles, nous avons un bilan, en tout cas révisé actuellement, qui est excédentaire autour de 9 millions de tonnes de céréales. Au Burkina Faso, des dispositions ont été prises pour faire face à la période de soudure. Je puis vous assurer que le gouvernement du Burkina Faso et les décideurs politiques des autres pays du SILS, de la CEDEAO et de l'UEMOA examineront vos recommandations avec la plus grande attention, car le caractère à la fois stratégique et sensible de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est suffisamment perçu partout de nos jours. Pour ma part, je puis vous assurer que mon pays, le Burkina Faso, a déjà planifié de procéder dès le mois prochain à la mise à jour de son plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. La rencontre qui s'achève sur une note de satisfaction a été possible grâce aux partenaires financiers et les partenaires au développement. Pour ce faire, le SILS anime avec l'appui de ses partenaires du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de FuseNet, de la FAO, du PAM et des ONG internationales, le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, communément appelé le PREJEC. D'ici l'apparition des premières récoltes de la prochaine saison pluvieuse, la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest reste marquée par une situation alimentaire et nutritionnelle en détérioration significative dans la bande sahélienne et le bassin du lac Tchad. 2. Sur le plan agricole, les tendances de production annoncées lors de la rencontre du PREJEC en novembre 2017 à Bamako se confirment, mais en légère régression au niveau de certains pays du Sahel, comme le Burkina Faso, la Gambie et le Tchad. La situation est plus critique au Cap-Vert, où aucune récolte de céréales n'a été effectuée en raison de la sécheresse qui a sévi. 3. Selon les résultats de l'analyse avec le cadre harmonisé réalisé dans l'ensemble des pays du SILS, de la CEDEAO et de l'UEMOA, 7,1 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire et humanitaire urgente. Ces populations sont constituées en grande partie de pasteurs et agro-pasteurs. Si les interventions d'assistance prévues par les États et leurs partenaires ne sont pas mises en œuvre, ce nombre pourrait atteindre 10,6 millions de personnes. Les recommandations sorties de ces concertations seront transmises aux décideurs des différents pays membres de SILS et de l'Afrique de l'Ouest. Ouvrons déjà la page internationale. En Égypte, après 72 heures de vote, l'heure est au dépouillement et les premières estimations sont attendues d'un moment à l'autre. Suivez l'élément. En Égypte, après 3 jours de vote sans incident notable ou sous haute sécurité suite à l'attentat d'Alexandrie, les premières estimations sont attendues dans la journée. Et tout l'enjeu réside dans le taux de participation de la population à cette élection présidentielle. Sinon, pas de suspense, Abdel Fattah al-Sisi doit être réélu. En 2014, la participation avait péniblement atteint 47,5% après prolongation du scrutin. Cette année, tout a été fait pour motiver les électeurs. Messages à la radio, à la télévision, dans les rues, diffusion de chansons patriotiques, repas et collations gratuites dans certains bureaux de vote, implication des commerçants ou des organisations caritatives dans le processus de vote, amende pour ceux qui se sont abstenus de voter. Les résultats officiels doivent être proclamés le 2 avril prochain.
Au Venezuela, 68 personnes ont trouvé la mort dans une mutinerie organisée par une dizaine de détenus dans le commissariat principal de Valence. Les membres des familles des victimes peinent à avoir la moindre nouvelle possible. Suivez cet élément. La douleur et le désespoir de ces familles sans nouvelles de leurs proches alors que 68 personnes sont mortes dans le commissariat principal de Valence au Venezuela après l'incendie lié à la mutinerie d'une dizaine de détenus retenus ici faute de place dans les prisons du pays. Ils ne m'ont rien dit, je veux savoir où est mon fils. Je n'ai pas de nouvelles de lui, je ne sais rien. Nous voulons des nouvelles des membres de nos familles. Nous avons besoin de savoir. Regardez dans quel désespoir nous sommes. Je suis venue ici parce que depuis 7 h du matin, je n'ai pas de nouvelles de mon frère. Ils disent qu'il y a beaucoup de morts, des gens brûlés, des blessés. Ils ont emmené les blessés. Où sont les membres des familles qui sont là? Personne ne sait, on ne sait pas s'ils sont à l'hôpital, ailleurs on ne sait pas. Selon une ONG sur place, les détenus auraient mis le feu à leur matelas expliquant le départ de l'incendie. Les membres de familles de victimes ont tenté d'entrer dans les locaux de la police mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre et des échauffourées ont éclaté. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. La surpopulation carcérale est un fléau au Venezuela. Et puis, comme je vous le disais en titre, l'Éthiopie a un nouveau Premier ministre. Abiy Ahmed a été élu depuis ce mardi en remplacement à Aide Mariam Desalegn ayant démissionné de son poste depuis la mi-février. Suivez cet élément. Depuis ce mardi 27 mars 2018, l'Éthiopien Abiy Ahmed, 41 ans, a été élu Premier ministre par le Conseil du Front démocratique révolutionnaire. D'un père oromo-musulman et d'une mère amhara orthodoxe, Abiy Ahmed est un chrétien protestant. Un métissage qui pourrait être un atout pour diriger le pays de 100 millions d'habitants en proie à une crise politique, sociale et économique. Il faudra qu'on sorte de cette manipulation, disons, sur la base ethnique, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, une politique transparente, démocratique, basée, et non pas sur l'ethnie et sur la religion ou quelconque critère, disons, élémentaire. Abiy Ahmed devrait succéder à Aide Mariam Desalegn qui a démissionné de son poste à la mi-février pour, selon lui, permettre la réalisation des réformes politiques promises par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien début janvier 2018. Le nouveau Premier ministre a obtenu 60% des votes du Conseil du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, composé de 180 membres. Il faut laisser à l'opposition sa place, il faut laisser l'alternance politique, il faut laisser la population décider par lui-même quel genre de leader qu'il en veut. Il faudra revoir la constitution. Il y a tout un tas de choses qu'il faudra revoir en Éthiopie. Abiy Ahmed est le chef du bloc Oromo de l'EPRDF, l'Organisation démocratique des peuples Oromo, une ethnie qui n'a jamais été au pouvoir. Il accède au pouvoir dans un contexte de crise économique, mais surtout politique aiguë avec le peuple Oromo. Les manifestations anti-gouvernementales à Oromia et dans la région septentrionale d'Amhara menacent la croissance du pays depuis 2015. Malala Yousafzai de retour au Pakistan. La militante des droits des femmes, prix Nobel de la paix en 2014, est arrivée à l'aube à l'aéroport d'Islamabad, accompagnée de ses parents et sous haute sécurité. Cette visite doit durer 4 jours, au programme notamment un entretien avec le Premier ministre pakistanais. Le reste est tenu secret en raison des menaces qui pèsent sur la jeune femme. Il y a 5 ans, Malala était la cible de talibans et certains la considèrent comme un agent de l'étranger payé pour dénigrer le Pakistan. Malala a quitté le pays en 2012 dans des circonstances dramatiques entre la vie et la mort. Des talibans pakistanais hostiles à son militantisme venaient de tenter de l'assassiner. C'était précisément le 9 octobre 2012, au retour de l'école. Ils étaient montés à bord de ce transport scolaire, avaient demandé qui elle était avant de lui tirer une balle dans la tête. Le nom de cette adolescente qui décrivait la vie sous les talibans dans la vallée du Swat sur un blog étranger et qui avait reçu un prix national pour la paix avait alors commencé à circuler à travers le pays. Malala, qui vit aujourd'hui en Angleterre, avait toujours exprimé sa volonté de revenir au Pakistan un jour. Le gouvernement lui a souhaité la bienvenue. Voilà, c'est cet élément qui me fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure, sur les antennes de Canal Vim Kwega. Bonsoir chez vous.